Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur la page Facebook de Public Sénat. C'est l'heure de votre émission 100% réseaux sociaux. Le débat est à vous. On va commenter l'un des temps forts de la semaine au Sénat. Alors cette semaine, j'ai choisi le débat autour de l'irresponsabilité pénale, puisque en réaction à l'affaire Sarah Halimi, les sénateurs proposent une réforme du régime d'irresponsabilité pénale. Alors l'affaire Sarah Halimi a vraiment ému l'opinion publique. C'est cette sexagénaire qui a été tuée dans son appartement. Un crime reconnu comme antisémite, mais la justice a finalement déclaré irresponsable pénalement le tueur de Sarah Halimi, Kobili Traoré, qui était pris au moment des faits de bouffées délirantes. Il était également sous l'emprise de cannabis, et c'est ça qui pose problème, hein. Ça a ému l'opinion publique, ça a même fait réagir Emmanuel Macron, qui a annoncé un projet de loi pour changer ce régime d'irresponsabilité pénale. Emmanuel Macron qui a dit qu'on ne pouvait pas consommer du cannabis et se faire passer pour fou pour commettre un crime. Alors les sénateurs font également une proposition de loi pour réformer ce régime d'irresponsabilité pénale en lien avec la consommation de stupéfiants. Donc on va pouvoir parler des deux versions, hein, de ce que prépare le gouvernement et de ce que proposent les sénateurs, c'est-à-dire la majorité de droite et du centre du Sénat. Alors comme vous le savez, hein, c'est le débat est à vous, c'est une émission interactive. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir à ce que disent les sénateurs et puis à partager ce débat sur Facebook pour le faire profiter au plus grand nombre. Un débat qui sera également à consulter sur la chaîne Public Sénat sur YouTube. Allez, c'est parti pour ce débat au Sénat sur l'irresponsabilité pénale. Ah, monsieur le ministre. Et donc là, on va écouter la sénatrice centriste Nathalie Goulet qui a déposé l'année dernière, en janvier 2020, je crois, une proposition de loi justement en réaction à l'affaire Sarah Halimi pour réformer ce régime d'irresponsabilité pénale. Et donc, après avoir modifié un petit peu son texte, il est désormais débattu, notamment après la décision finale de la Cour de cassation sur cette affaire Sarah Halimi. Donc on va écouter Nathalie Goulet qui est l'auteur du texte et également la rapporteur de ce texte pour ce débat au Sénat. Suite d'attaques au couteau multiples en janvier 2020, que j'avais pensé déposer cette proposition puisqu'on a eu un certain nombre d'attaques au couteau, suivies immédiatement de déclarations d'irresponsabilité des auteurs. Et c'est plutôt ça qui m'avait motivé dans le dépôt de la proposition de loi, plutôt que l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Halimi qui avait eu lieu quelques semaines avant janvier 2020. Et j'avais à l'époque, monsieur le ministre, pensé dupliquer sottement la règle Nemo Auditour en me disant, finalement, si les gens se mettent eux-mêmes dans une situation d'irresponsabilité, je bois, je fume, et après j'invoque ces éléments-là pour échapper à ma responsabilité. Et finalement, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, pas seulement à cause de l'excellentissime travail de Madame l'avocate générale près la Cour de cassation, qui a fait, de ce point de vue, un travail extraordinaire, et je conseille vraiment à ceux de nos collègues qui ne l'ont pas encore fait de lire les 87 pages de son avis, qui est une dentelle. On n'a pas toujours l'occasion dans cette maison de faire du droit à ce niveau-là. Et franchement, je voudrais, et d'ailleurs le rapport de la commission des lois lui consacre un encadré sur l'excellence de ce travail. Et je voudrais aussi dire à quel point je trouve honteux les attaques personnelles dont elle a fait l'objet. Ceci étant, j'ai changé d'avis, non seulement à cause de ce travail, mais aussi à cause d'une critique très violente dans le Dalloz sur un article qui s'appelait « La turpitude du fou », où précisément cette transposition de la règle Nemo Auditour n'avait pas reçu l'accueil chaleureux que j'aurais pu imaginer. Donc j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis et en réalité, si on ne touche plus au principe de l'article 122.1, qu'est-ce qu'on fait pour les familles? Donc l'article 122.1 du Code pénal, c'est celui qui définit l'irresponsabilité pénale en France et qui dit que toute personne qui commet un crime mais qui était au moment de ce crime victime d'un trouble mental, qui a aboli complètement son discernement, cette personne est déclarée irresponsable pénalement. Le débat devant la chambre d'instruction a montré ses limites.
Il ne s'agit en aucun cas d'une juridiction de jugement, elle ne prononce pas de peine, et en plus, les audiences d'irresponsabilité, même si elles sont longues, comme les 8 heures de l'affaire Halimi, peuvent se tenir en l'absence de la personne mise en examen. Les victimes n'en sortent pas apaisées et non plus satisfaites. Ce genre de procès finit toujours par celui de la justice. C'est la raison pour laquelle notre commission des lois a adopté un texte qui ne modifie pas l'article 122.1, mais qui, en quelque sorte, dans le continuum de la loi Dati de 2008, va ouvrir aux victimes la possibilité d'un procès dans les cas de faute de l'auteur, qui abolit partiellement son discernement. Et en fait, c'est une constance de la jurisprudence, c'est là qu'on a des problèmes, c'est là qu'on a des difficultés. Il ne s'agit pas de juger les fous, mais de savoir qui et comment on juge de l'existence d'un trouble psychiatrique exonératoire de responsabilité. Il ne s'agit pas de juger la folie, mais de repenser dans les rares cas où la responsabilité pénale est contestée. Bienvenue à Ella sur notre fil de commentaires. Article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je vous renvoie, Monsieur le ministre aussi, en tous les cas vos services, à un article tout à fait intéressant de Madame Dervieux, qui est présidente de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, elle est quand même assez bien placée pour ça, sur le besoin du procès tel qu'elle l'explique. Oui, mais enfin quand même, elle est assez convaincante dans sa démonstration. Et en tous les cas, si vous ne bougez pas l'article 122.1, il faut quand même trouver une solution. C'est celle qui a été adoptée par notre commission. Alors, Nathalie Goulet parlait du besoin de procès, et ça rejoint un peu l'idée principale de la réforme que souhaite la majorité de droite et du centre du Sénat pour l'irresponsabilité pénale. Alors, pour expliquer concrètement, pour l'instant, c'est le juge d'instruction donc qui mène l'enquête sur le crime qui décide ou non de l'irresponsabilité pénale de l'auteur des faits. Et ce que les sénateurs souhaitent, c'est que si au moment des faits le tueur était sous l'emprise de stupéfiants, avait consommé volontairement du cannabis ou même de l'alcool, ce ne sera plus le juge d'instruction qui statuera sur son irresponsabilité pénale, mais la juridiction de jugement du fond, donc par exemple la cour d'assises si c'est un meurtre, et cela permettra d'avoir un procès pour les proches des victimes. Donc voilà, c'est cette version, c'est cette réforme que veulent mener la droite et le centre du Sénat. Pas l'irresponsabilité, mais le renvoi vers les juges du fond qui, lui, se prononce sur l'irresponsabilité et ne pourra pas la reconnaître. J'ai entendu les reproches que les tribunaux correctionnels et surtout certaines cours d'assises ne prononceront pas d'irresponsabilité en cas de fait fautif. Je rejette totalement cette idée qui suppose que les jurés populaires des cours d'assises seraient incapables de juger au cas par cas, comme c'est leur mission. Au contraire, qui mieux que les juges du fond pour placer le délicat curseur de la responsabilité du fait d'un fait fautif et d'une irresponsabilité partielle en cas d'abolition du discernement. Cette solution qui permettra de décider de l'application de l'article 122.1 du Code pénal est celle qui nous paraît offrir les plus grandes garanties au regard des principes de notre droit et faire droit aussi aux interrogations légitimes de l'opinion publique et de donner satisfaction aux victimes. Monsieur le ministre, en 2018, il y a eu 326 cas de non-lieu pour abolition du discernement, 13 495 classements sans suite, soit un doublement des cas motivés par l'irresponsabilité pénale pour troubles mentaux de la personne mise en cause. Ces cas ont doublé de la période de 2012 à 2018. Alors certes, c'est 0,7% de l'activité des parquets, mais c'est quand même pratiquement 20 000 affaires, dont plus de 300, 13 000 et des poussières, plus 13 495, plus 326 non-lieux. Ça fait quand même beaucoup de dossiers classés pour irresponsabilité. Une autre option aurait été de créer une infraction spécifique en cas d'homicide en situation d'abolition de discernement, comme cela existe en Suisse, par exemple, ou en Espagne. En janvier 2020, lorsque nous avons eu le rapport avec le dossier de le débat avec Madame Belloubet sur ce sujet, le débat de contrôle, nous avions demandé ici un travail de la commission qui s'occupe du droit comparé.
Donc nous avons cherché, Monsieur le Ministre, quels étaient les droits comparés qui auraient pu nous offrir une solution pour la création d'un délit nouveau. Et nous n'en avons pas trouvé. Nous avons essayé d'articuler une infraction nouvelle et le sujet n'a pas été convaincant, il nous a été impossible et en tous les cas jugé totalement inopportun de créer un délit nouveau. Donc c'est vraiment la solution que la Commission a adoptée qui semble être la plus claire et la plus lisible. Donc par cohérence... Et bienvenue à Mythe sur le fil de commentaires. A choisi de prévoir que l'intoxication d'alcool et de stupéfiants constituait un cas d'aggravation systématique des peines et délits inscrites au Code pénal. Et on sait très bien que ces intoxications sont toujours ou très souvent les causes d'irresponsabilité. Je laisserai mon collègue Jean Sol développer l'importante question de l'expertise psychiatrique qui se fonde sur le très important travail qu'il a fait avec la Commission des lois dans le cadre d'un travail commun avec la Commission des affaires sociales. Il vous interpellera, Monsieur le garde des Sceaux, sur l'état de l'expertise psychiatrique, son manque de personnel et de moyens, les difficultés de la condition d'exercice de cette mission essentielle à tous les niveaux de l'instruction et ensuite du jugement. La Commission des lois a cherché sur la question complète de l'irresponsabilité à trouver une solution équilibrée, conforme à nos principes et permettant, nous l'espérons, de progresser ensemble. Nous savons que vous êtes en ce moment en train d'élaborer un texte. La commission des lois de l'Assemblée nationale a aussi monté une mission flash sur le sujet, malheureusement ne m'a pas auditionné sur cette question. Donc nous sommes dans l'attente, Monsieur le Ministre, de votre position sur ce sujet, de façon, comme je l'ai dit, à progresser ensemble. Nous avons aussi sollicité notre collègue Antoine Lefèvre, qui est rapporteur du budget de la justice à la Commission des finances, pour qu'il puisse faire un travail plus précis sur cette question d'expertise psychiatrique. Et nous sommes déterminés, Monsieur le Ministre, à engager un travail en profondeur sur une amélioration de l'indemnisation des victimes. Le texte de notre commission des lois est clair, il est lisible, il fera l'objet de quelques amendements en séance et j'espère, Monsieur le Ministre, que vous pourrez... Ah oui, pour répondre à Mythe, c'est voilà, allez-y, hein, n'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez les poser quand vous voulez, surtout que c'est un sujet un petit peu technique, donc je vais essayer d'y répondre tant bien que mal. Alors en tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue hein, sur votre émission Le débat est à vous, émission 100% réseaux sociaux de Public Sénat, où on commente le débat le plus important de cette semaine au Sénat, qui concerne l'irresponsabilité pénale. Un débat qui fait suite à l'affaire Sarah Halimi, une affaire très médiatique qui a ému l'opinion publique. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, hein, je vous le rappelle, hein, c'est cette femme de 65 ans qui a été tuée dans son appartement il y a 4 ans. Un crime reconnu comme antisémite, hein, puisque Kobili Traoré criait à la Wakba au moment des faits. Le seul problème, c'est que la justice l'a reconnu comme irresponsable pénalement, Kobili Traoré, hein, le tueur de Sarah Halimi, car il était pris au moment des faits de bouffées délirantes, mais le problème, c'est qu'il était aussi sous l'emprise de cannabis. Alors ça a fait réagir beaucoup de monde et même le président de la République qui veut changer la loi, qui a annoncé un projet de loi qui est en préparation par le gouvernement et par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Emmanuel Macron qui dit on ne peut pas prendre du cannabis, se faire passer pour fou et commettre un crime, donc il faut changer la loi. Donc c'est tout le sujet, hein, car voilà, la consommation de stupéfiants peut être la cause de l'abolition du discernement lorsqu'on commet un crime, et c'est ce qui peut donc entraîner l'irresponsabilité pénale, et il y aurait là un vrai débat de justice qui a fait beaucoup réagir l'opinion publique avec des marches, notamment en soutien aux proches de Sarah Halimi. Et là le Sénat propose une autre réforme de l'irresponsabilité pénale. Ce que dit la majorité de droite et du centre du Sénat, c'est que le juge d'instruction qui mène l'enquête autour du crime et qui décide de l'irresponsabilité pénale ou non du tueur, si dans certaines affaires un fait fautif, c'est-à-dire par exemple la consommation de cannabis, est à l'origine au moins partiellement de l'abolition du discernement, le juge d'instruction renvoie la question de l'irresponsabilité pénale à la juridiction de jugement de fond
En l'occurrence, c'est la cour d'assises avec des juges d'assises et donc des jurés populaires qui vont cette fois-ci décider si le tueur est irresponsable pénalement. Ça veut dire qu'il y aura un procès, c'est une manière d'honorer le droit au procès des victimes dans ce genre d'affaires. Donc voilà, c'est une version que les sénateurs trouvent équilibrée et dont vous allez suivre le débat voilà, en ce moment. Là, on va écouter le sénateur Les Républicains Jean Sol qui lui aussi propose des modifications dans cette loi autour des expertises psychiatriques, puisque c'est là où repose tout le problème. Ce sont les psychiatres qui décident de dire si le discernement du tueur a été aboli au moment des faits. On écoute Jean Sol. Que l'article 1 entendait introduire. Comme plusieurs de nos collègues l'ont très justement évoqué en commission, il est parfois délicat, voire impossible, de prévoir l'ensemble des cas possibles en légiférant. C'est bien aux juges qu'il appartient de décider, et nous devons donc faire preuve de prudence quand nous modifions les instruments de droit dont ils disposent. Je constate que sur l'initiative de son rapporteur, dont je salue le travail, la commission des lois a retenu un autre dispositif que ceux qui étaient proposés. Nous allons en discuter dans quelques minutes. J'en viens maintenant aux articles relatifs à l'expertise. Ces dispositions sont, je le rappelle, issues des conclusions des travaux menés avec notre collègue Jean-Yves Roux, au nom de la Commission des affaires sociales et de la Commission des lois sur l'expertise psychiatrique et psychologique. Ce rapport et les 20 préconisations formulées étaient le fruit de plus d'un an de travail sur la mission peu connue des experts psychiatres ou psychologues entre justice et santé. J'avais alors insisté sur les conditions de réalisation des expertises et les modalités d'exercice des experts, en soulignant un manque criant de moyens. Je tiens à profiter de cette tribune pour interpeller Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et le gouvernement sur cette question. Les conditions dans lesquelles les expertises sont diligentées et réalisées ne sont parfois pas à la hauteur des enjeux que ces expertises peuvent porter. Quant au travail des experts, force est de constater que les critères de rémunération ne correspondent pas à la complexité de certaines affaires. Je le sais, ce sujet est pour partie réglementaire et budgétaire, et il est du ressort du gouvernement d'y travailler et d'y répondre. La proposition de loi relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale reprend les recommandations d'ordre législatif de ce rapport d'information. 9 articles sont relatifs à l'expertise. 5 concernent l'expertise présententielle. Nous avons souhaité... Pardon, j'allume mon micro, ce sera mieux. Justement pour parler de l'expertise psychiatrique, précisément dans l'affaire Sarah Halimi, 7 experts sur 8 ont estimé que le discernement de Kobili Traoré au moment des faits était complètement aboli, car il était pris de bouffées délirantes, et a été précisé aussi le fait que ces bouffées délirantes avaient été aggravées par la consommation de cannabis. En fait, c'est le premier expert psychiatrique dans l'affaire qui avait considéré que son discernement n'avait pas été totalement aboli, et donc qu'il avait déclaré responsable pénalement, enfin qui avait conseillé de le déclarer responsable pénalement, et ensuite les autres experts ont estimé, ont fait une estimation différente. Donc il y avait une grande majorité d'experts pour valider cette irresponsabilité pénale, sachant qu'elle a été tranchée par la Cour d'appel et puis après la Cour de cassation. C'est un long feuilleton judiciaire, cette affaire Sarah Halimi, qui a duré 4 ans, avec cette décision cette année donc de la Cour de cassation qui a entraîné cette proposition de loi, et qui est débattu aujourd'hui, et puis le projet de loi annoncé par Emmanuel Macron. Alors pour répondre à Elisabeth Maria sur notre fil de commentaires, qui dit que l'irresponsabilité pénale doit être exclue en cas de prise de stupéfiants. On ne parle pas de maladie, mais de choix délibéré et conscient de prendre de la drogue. Alors du coup, est-ce qu'il ne faut pas nuancer entre un cas où on prend des stupéfiants, c'est une pratique
voilà une pratique, et puis un autre cas où on prend volontairement des stupéfiants pour abolir son discernement et commettre un crime. Il y a des situations qui sont difficiles à évaluer, plusieurs cas de figure qui font que c'est un cas, c'est un problème très très complexe à résoudre, car par exemple on peut prendre des stupéfiants mais aussi avoir un trouble mental, un terrain pathologique antérieur, et donc avoir un discernement aboli au moment de commettre un crime. Est-ce qu'il faut automatiquement exclure l'irresponsabilité pénale quand il y a consommation de stupéfiants en un crime? Voilà, c'est la question qui se pose. Le dernier, à l'article 10, inscrit un devoir de réserve pour les experts sur les affaires en cours. Pour finir, en tant que rapporteur pour avis au nom de la Commission des affaires sociales et en tant qu'auteur de l'une des propositions de loi, je tiens à souligner 2 principes fondamentaux en matière de justice concernant l'état de la personne jugée. Car nous devons garder à l'esprit dans ce débat que c'est bien de l'état de la personne et de son état mental, en l'occurrence, dont nous parlons. Le principe d'irresponsabilité pénale doit être regardé comme un principe fondamental de notre droit pénal et s'inscrit dans la tradition humaniste de notre pays et le principe selon lequel on ne juge pas les fous. Enfin, je rappelle que le droit à un procès équitable est un droit garanti par la Convention européenne des droits de l'homme et que nous devons toujours avoir à l'esprit que ne doivent être amenés à comparaître et à être jugés que des personnes en capacité de l'être au regard de leur état médical. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à présent... Jean-Sol qui a évoqué le fait de juger les fous. Ça, c'est vraiment cette interdiction, c'est un principe fondateur de notre état de droit. Et d'ailleurs, avant d'écouter Éric Dupond-Moretti, eh bien sa prédécesseur Nicole Belloubet avait commandé un rapport en réaction à l'affaire Sarah Halimi pour savoir s'il fallait ou non réformer ce régime d'irresponsabilité pénale. Et ce rapport, qui a été remis il y a plus d'un mois, je crois, eh bien justement, il a dit non, on ne touche pas à cet article du Code pénal, car il y aura le risque de juger les fous. Mais ce n'est pas la décision au final du gouvernement et de l'actuel ministre de la Justice. On va l'écouter, Éric Dupond-Moretti. Le meurtrier de Madame Sarah Halimi Attal n'a pas été comprise. Elle a suscité une très forte et très légitime émotion. Les pouvoirs publics doivent y répondre sur la base d'une analyse claire et partagée des améliorations souhaitables et possibles de notre droit. À cet égard, 2 éléments doivent d'emblée, me semble-t-il, être soulignés. D'une part, l'abolition du discernement d'un auteur d'un homicide peut aujourd'hui résulter de son intoxication volontaire, notamment après avoir absorbé des substances stupéfiantes. Et d'autre part, la haute juridiction de l'ordre judiciaire n'a fait qu'appliquer dans ce dossier douloureux le droit actuel, en faisant le constat, par les mots de son avocat général, que les dispositions de l'article 122-1, alinéa 1er du Code pénal, ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de ce discernement. Et je voudrais, Madame la rapporteure, me joindre à votre hommage. Madame l'avocat général Ziantara a effectivement effectué un travail absolument remarquable. Et je ne peux qu'inviter, comme vous d'ailleurs, tout le monde à lire ce texte, parce qu'il est d'une grande précision, il est extrêmement intéressant et il est éclairant sur la position de notre droit. Le moment me semble venu de faire évoluer notre droit, comme la Cour de cassation y invite d'ailleurs elle-même le législateur. Et en effet, ainsi que je l'avais indiqué ma prédécesseure ici même, lors d'un débat organisé à l'initiative de votre groupe, Madame la rapporteure, il était nécessaire d'attendre l'énoncé de la Cour de cassation. Celle-ci a désormais dit les choses clairement. Le juge ne peut distinguer là où le législateur ne le fait pas. Comme je l'ai annoncé il y a quelques semaines et à la suite de la prise de parole du Président de la République, j'ai mené une large consultation sur la modification du régime de l'irresponsabilité. J'ai reçu les représentants des cultes, des magistrats, des experts psychiatres, des professeurs de droit. Il s'agit d'un sujet éminemment complexe
et vous-même, Madame la rapporteure, avez pu évoluer dans votre appréhension de la réponse à y apporter, dans un sens que je salue d'ailleurs. De ces consultations et des avis qui en sont issus, je vous rejoins sur un point, l'article 122-1 du Code pénal ne doit pas être modifié. Article fondamental de notre droit positif, il est et doit rester le garant du principe essentiel posé par l'article 121-3 du Code pénal. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Dans notre pays, comme dans toutes les démocraties dignes de ce nom, on ne juge pas les fous, et revenir sur ce principe serait une régression insupportable. Voilà, ça c'est la base. Une ligne rouge qui ne doit pas et, bien sûr, ne sera pas franchie. Cette cause traditionnelle d'irresponsabilité pénale répond à une exigence juridique, constitutionnelle et conventionnelle qui est essentielle dans tout état de droit respectueux des libertés individuelles et de la personne humaine et qu'il n'est nullement question de remettre en cause. Je le dis et je le redis, il n'est pas envisageable de condamner une personne pour un acte commis alors qu'elle ne disposait pas de son libre arbitre. Nos débats nous permettront néanmoins d'échanger sur le contenu de l'article 1er de votre texte. Alors pour répondre à Sophie Victoire qui demande si l'auteur des faits, en l'occurrence Kobili Traoré, savait qu'il était malade. Alors Kobili Traoré eh bien, a été toxicomane depuis des années, un très très gros consommateur de cannabis depuis son adolescence. Donc au moment des faits, il n'a pas pris spécialement du cannabis pour commettre le crime. En tout cas, ça n'a pas été affirmé dans le rapport psychiatrique. Mais ce que disent les experts, c'est que la consommation de cannabis, au moment des faits, a aggravé ces bouffées délirantes qui relèvent aussi d'un état pathologique. Donc il y a à la fois des troubles mentaux, un état pathologique du tueur et la consommation de stupéfiants qui peut aggraver l'abolition du décernement. Donc c'est une question un peu compliquée auquel il faut répondre. On continue à écouter le ministre. Aux quelques observations suivantes sur le texte proposé par votre commission. Je tiens d'abord à saluer l'important travail qu'elle a réalisé et les modifications apportées au projet initial. Nous nous rejoignons désormais pour considérer qu'il ne faut pas modifier les règles posées par l'article 122-1 du Code pénal et maintenir l'irresponsabilité pénale en cas de disparition du libre arbitre. Mais pourquoi alors, comme le propose la proposition de loi, saisir la juridiction de jugement, et notamment la cour d'assises? Est-ce pour permettre aux jurés d'écarter l'article 122-1 parce qu'ils estimeraient que le discernement de la personne était simplement altéré et non aboli? Mais si les experts et le juge d'instruction ont conclu à l'absence de doute sur l'abolition du discernement, ce renvoi ne me semble pas justifié. Est-ce pour permettre aux jurés de considérer que les dispositions de l'article 122-1 ne devraient pas s'appliquer au motif que la disparition du libre arbitre résulte d'une consommation illicite et donc fautive de stupéfiants? Mais il faudrait alors que cette exception soit explicitement prévue par la loi. Je suis par ailleurs très réservé sur les dispositions de l'article 2 de cette proposition de loi qui insère une disposition générale d'aggravation des peines en cas d'infraction commise en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire manifeste de stupéfiants. Cette aggravation existe déjà dans de nombreux cas, comme les violences, le viol ou les agressions sexuelles. Mais pas pour les meurtres, par exemple. Être prévu pour d'autres infractions comme le meurtre. Mais la généralisation souhaitée ne va-t-elle pas à l'encontre de l'objectif souhaité en banalisant pour toutes les infractions, même les moins graves, les consommations de substances psychotropes? S'agissant des dispositions des articles 3 à 9 Donc on en parlera de ça tout à l'heure. Est-ce qu'il faut aggraver automatiquement les peines de certains crimes et délits si ces crimes et délits ont été commis sous l'emprise de stupéfiants et d'alcool? On en débattra. Les analyses, certaines ne me semblent pas relever de la loi et peuvent susciter des interrogations. S'il est évident qu'une expertise psychiatrique doit intervenir aussi rapidement que possible, faut-il impérativement prévoir sa réalisation dans les 2 mois du placement en détention provisoire de la personne?
Car si ce délai n'est pas respecté, quelles en seront les conséquences? La nullité de l'expertise réalisée au-delà de ce délai? L'impossibilité de procéder hors délai à cette expertise? Et si la personne n'est arrêtée que plusieurs mois, voire plusieurs années après les faits, ce délai de 2 mois a-t-il encore un sens? S'agissant des dispositions de l'article 10, relatif aux obligations déontologiques des experts. Donc pour tous ceux qui nous rejoignent, je rappelle que vous suivez le débat qui a eu lieu mardi soir au Sénat sur l'irresponsabilité pénale, une réforme du régime d'irresponsabilité pénale proposée par la majorité de droite et du centre du Sénat avec cette proposition de loi, un texte qui est déposé dans le contexte de l'affaire Sarah Halimi qui a ému l'opinion publique. L'affaire Sarah Halimi, c'est cette femme qui a été tuée dans son appartement, mais le tueur a été déclaré irresponsable pénalement car il était pris de bouffées délirantes et il était aussi sous l'emprise du cannabis. Donc, le cœur du débat, c'est de savoir ce qu'il faudrait faire quand le discernement d'un tueur a été aboli par la consommation de stupéfiants. Est-ce qu'il faut le déclarer toujours irresponsable pénalement? En tout cas, ce que proposent les sénateurs, c'est que si un fait fautif, et donc notamment la consommation de cannabis, participe de l'abolition du discernement du tueur, eh bien ce n'est plus au juge d'instruction de décider de l'irresponsabilité pénale, mais cette irresponsabilité pénale, elle doit être décidée lors d'un procès avec la confrontation entre les victimes, l'accusé, les juges de la cour d'assises si c'est un meurtre, les jurés populaires. Voilà, les sénateurs veulent un droit au procès pour les victimes dans ce genre d'affaires. On continue à écouter le ministre de la Justice. Toutefois, le travail engagé par le gouvernement sur la question de l'irresponsabilité pénale est désormais soumis à l'avis du Conseil d'État. Et ce travail me semble mieux à même de répondre à la problématique posée par la décision de la Cour de cassation. Le travail en cours permettra également de garantir la sécurité juridique des dispositions qu'il appartiendra en tout état de cause au Parlement d'examiner, de modifier et de compléter. Je ne doute pas que les propositions concrètes formulées aujourd'hui par le Sénat viendront utilement nourrir le projet de loi qui vous sera présenté très prochainement. Merci, monsieur. Voilà, donc pour l'intervention du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Donc là, pour vous expliquer, on est dans la discussion générale sur cette proposition de loi. Donc vous avez l'auteur du texte, qui est également, dans ce cas-là, le rapporteur de la commission des lois. Donc c'est Nathalie Goulet. Donc elle a écrit le texte et puis après, elle a rédigé un rapport au nom de la commission des lois du Sénat sur cette proposition de loi. Des amendements ont été votés en commission. Le texte a été un petit peu modifié et là il est débattu dans l'hémicycle et la commission a joué sur ce texte un rôle important car elle a complètement modifié le texte, elle a un peu assoupli, équilibré cette réforme de l'irresponsabilité pénale par rapport à la rédaction actuelle, sachant que le texte avait été déposé il y a plus d'1 an. On va maintenant écouter l'écologiste Guy Benaroche. Avant ça, je réponds à une question de Sophie. Alors, est-ce que Kobili Traoré bénéficiait d'un suivi psychiatrique avant de commettre ce crime? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vais vérifier. Ou non du fait fautif entraînant l'abolition du discernement, sous-tendu bien sûr par l'envie, le besoin même des victimes de voir l'affaire jugée publiquement. L'article 1 de la présente proposition... En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que donc Kobili Traoré a été déclaré irresponsable pénalement à la suite, au final, de la décision de la Cour de cassation, et que les mesures qui ont été décidées, c'est de le placer en hôpital psychiatrique avec mesure de sûreté pendant 20 ans. Kobili Traoré n'est pas libre actuellement, il est bien en hôpital psychiatrique. La disposition n'y répond pas et ne fait que déplacer vers le juge du fond l'application de l'article L122.1 sur l'irresponsabilité. Bien sûr, cette position est à saluer, car elle a l'avantage, selon moi, de ne pas toucher à l'article 122.1, mais elle demeure d'une utilité incertaine. Venons-en au besoin d'un procès que nous devons prendre en considération. L'audience en chambre d'instruction, qui se concentre sur la question de la responsabilité pénale du mis en cause, est déjà publique et contradictoire, en présence des victimes et avocats des parties civiles.
la collégialité de la décision et la possibilité d'expertise, cela paraît être une configuration respectueuse de notre système pénal. Nous devons, cependant, nous législateurs, rester d'une extrême vigilance pour manier et différencier les notions et les règles d'imputabilité et de responsabilité. Clairement, la notion que le doute doit bénéficier aux mises en cause est fondamentale dans notre système pénal, mais ne peut s'appliquer qu'à l'accomplissement même des faits, à l'imputabilité. La question de la responsabilité pénale, atténuée, abolie ou pleine et entière, est d'une toute autre nature. Loin de nier qu'il existe des degrés entre la responsabilité et l'irresponsabilité, comment la jauger, comment la juger? C'est à l'aune de cette capacité d'en juger que se pose la question du fait fautif antérieur. Oserons-nous cheminer sur le plan philosophique et technique vers ce que certains appelleraient le concept de la folie volontaire, entre guillemets? Certes, un comportement volontaire peut directement contribuer au déclenchement de l'abolition du discernement. Mais ce trouble fort a-t-il été envisagé ou souhaité? Le juge, faisant appel aux expertises psychiatriques, est celui qui jugera de l'engagement de la responsabilité et de son atténuation. Ne compliquons pas son magistère en lui imposant de renvoyer au juge de fond dès qu'il y a un fait fautif. Je dirais même plus, dès qu'il estime qu'il y a un fait fautif. Cette responsabilité du mis en cause devient bien trop complexe. Il connaîtrait précisément le risque et l'aurait volontairement pris dans un dessein criminel. Mais comment réellement, scientifiquement, sûrement, connaître les risques et conséquences d'une toxicologie qui est différente selon les personnes, les moments, les associations et leurs conséquences? Qui ici pourrait affirmer qu'il est toujours possible de constater et d'évaluer la part de la cause endogène ou exogène du trouble ayant amené l'abolition du discernement? Cette ligne de crête entre altération et abolition revient aux experts. Et le juge, s'appuyant sur ces expertises qui, parfois, nous le savons, divergent, tant la difficulté est grande d'appréhender un moment passé, doit en décider. L'article 2, lui, augmente les peines pour les crimes et délits commis en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise de stupéfiants. Là encore, j'entends l'idée de punir plus sévèrement ce que nous pouvons percevoir comme un fait fautif en l'absorption de stupéfiants ou d'alcool. C'est déjà ce que font souvent les juges. On estime que pour la moitié des faits de violence conjugale, l'alcool ou les stupéfiants sont impliqués. Mais je reste prudent sur ce point, redoutant que nous allions de plus en plus vers une pénalisation des addictions plutôt qu'une prise en compte plus globale en termes de santé publique. Je salue Madame la rapporteure et Monsieur le rapporteur l'ensemble des autres articles qui s'attachent aux problèmes récurrents de notre système judiciaire. Il nous faut donner de vrais moyens pour les expertises psychiatriques. De la lenteur pour effectuer les expertises au dysfonctionnement des barèmes de paiement à la facilitation du secret médical partagé, il était urgent d'agir. Le temps passe et je souhaite conclure en appelant notre Assemblée à beaucoup de prudence. Nous devons de prendre le recul sur l'émotion justifiée de l'opinion publique et nous devons préserver la notion d'irresponsabilité pénale, même si elle devient de plus en plus insupportable pour la population qui accepte mal que certaines personnes ne puissent être jugées et condamnées pénalement pour leurs crimes. Pour autant, le mis en cause passe devant la justice et est soumis aux décisions des juges, notamment via l'hospitalisation sous contrainte. C'est pourquoi notre groupe Écologie, Solidarité et Territoire ne votera pas ce texte. Voilà pour cette intervention de l'écologiste Guy Benarroche qui a évoqué la notion de pénalisation des addictions, car si un tueur dont le discernement a été aboli était sous l'emprise de stupéfiants, est-ce qu'on peut se demander si finalement ces troubles mentaux, son état pathologique antérieur n'a pas entraîné la prise de drogue, ce qui aggrave son abolition du discernement au moment des faits, et donc est-ce que la consommation de stupéfiants, est-ce qu'il faut finalement la pénaliser ou davantage la soigner? Donc quand la majorité de droite et du centre parle de faits fautifs au moment du crime, est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion? Est-ce qu'il faut pénaliser donc du coup cette consommation de stupéfiants au moment des faits? La réflexion approfondie et l'engagement sur le sujet. Je pense également à la mission d'information pluraliste de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales, co-rapportée par notre rapporteur pour avis, qui s'est en grande partie concentrée sur l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale. Elle a formulé en mars dernier des propositions intéressantes afin d'améliorer les conditions de réalisation de l'expertise ainsi que sur la déontologie des experts.
C'est donc dans une certaine continuité et avec une cohérence que le Sénat se saisit aujourd'hui de la question de l'irresponsabilité pénale au travers de 2 points. Son régime... Donc là, vous regardez le sénateur La République En Marche du groupe RDPI au Sénat, Ludovic Hay, qui intervient à la tribune. Différents groupes politiques du Sénat vont donc se succéder pour donner leur avis sur cette proposition de loi. Voilà, sénateur du groupe RDPI LREM, après le sénateur écologiste Guy Benarroche. L'antisémitisme dont Mme Attal Halimi a été victime, comme l'a d'ailleurs établi la Chambre de l'instruction, et que nous ne pouvons tolérer quelles qu'en soient les manifestations. Le travail du législateur devant la Cour de cassation et les évolutions du droit qu'il semble appeler n'est pas simple. Il nous faut réfléchir au dispositif le mieux à même de persévérer dans notre état de droit, juste, fraternel et protecteur. Nous nous trouvons à l'intersection d'impératifs distincts, d'égale importance et parfois difficilement conciliables. Je pense notamment au fait de protéger la société, de ne pas soumettre... Et bonjour à Marine et Michel qui arrive sur notre fil de commentaires. Michel qui dit la consommation de stupéfiants, ce devrait être une circonstance aggravante. Et c'est exactement ce que pense la majorité de droite sénatoriale qui, dans ce texte sur l'irresponsabilité pénale, a également prévu d'aggraver les peines pour tous les crimes et délits si, lorsque ces crimes et délits sont commis, il y a la consommation d'alcool ou la consommation de stupéfiants, car ces sénateurs estimaient que pour certains crimes et délits, notamment les meurtres, eh bien ce n'était pas une circonstance aggravante et donc ils ont voulu le rajouter dans cette proposition de loi. Tel que l'antisémitisme, tout en retenant l'irresponsabilité. Et oui, Michel, qui fait partie des habitués de la page Facebook de Public Sénat et de cette émission. Le débat est à vous. Pour les faire évoluer. À ce titre, le choix de nos rapporteurs de ne pas conserver la révision de l'article 122-1 du Code pénal, qui était initialement envisagée, dans une rédaction d'ailleurs différente de celle que proposait un mois plus tôt la mission d'information du Sénat, s'entend. Désormais, l'article 1er, donc, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement résulte au moins partiellement du fait fautif, il renvoie devant la juridiction de jugement qui statuera sur l'irresponsabilité pénale et, le cas échéant, sur la culpabilité. Des interrogations ont pu être exprimées en commission sur la portée de cette réécriture. Il faut rappeler que la compétence des juges du fond pour statuer sur l'irresponsabilité de l'auteur des faits, et notamment la compétence des cours d'assises et de leurs jurys, est déjà prévue par la loi en vigueur dans le cas où les juges d'instruction ont considéré que l'auteur était responsable pénalement. L'article 1er consisterait donc à faire intervenir la juridiction de jugement en amont, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte au moins partiellement de son fait fautif. L'objet serait ainsi de garantir un vrai procès aux victimes, pour reprendre les mots de Madame la rapporteure, tout en ne revoyant devant la juridiction de jugement que les personnes en état de comparaître. 2 points peuvent être relevés avec toute la prudence que la complexité du sujet implique. D'une part, peut-on continuer de se poser la question de l'appréciation du fait fautif par la Chambre de l'instruction, importante car la portée du dispositif en dépend. S'il est difficilement compréhensible pour la société qu'une personne puisse être exonérée de sa responsabilité pour un état résultant d'une attitude délibérée, comment qualifier l'addiction? Est-elle une faute ou devient-elle dans la durée qui lui est inhérente une contrainte subie? Le sujet est d'autant plus délicat qu'il déborde la matière pénale et intègre la réflexion des politiques de santé publique et de prévention. Par ailleurs, d'autres voies pourraient être envisagées pour répondre aux besoins des victimes d'avoir un vrai procès. Je pense par exemple à la modification des modalités de l'audience publique devant la Chambre de l'instruction, instituée en 2008, pour en renforcer le caractère contradictoire. Le rapport de la mission Houillon-Rimbourg sur l'irresponsabilité pénale a d'ailleurs préconisé plusieurs ajustements de cette réforme. Une autre difficulté réside dans le placement du curseur entre l'abolition et l'altération du discernement, notion finalement assez récente dans le régime de l'irresponsabilité, puisqu'introduite seulement en 1994. Et cette distinction, elle est très importante car l'irresponsabilité pénale d'un individu lors d'un crime ou d'un délit est invoquée si son discernement est aboli. Et s'il est
seulement altéré, il est considéré comme responsable pénalement. Et d'ailleurs, le premier expert dans l'affaire Sarah Halimi avait considéré que le discernement de Kobili Traoré était seulement altéré et donc responsable pénalement. Alors là, on parle de la proposition de loi du Sénat qui équivaut finalement à donner un droit au procès aux victimes d'une personne qui aurait été tuée par un individu ayant un discernement aboli mais sous l'emprise de stupéfiants. Et puis il y a la réforme du gouvernement, le projet de loi qui a été annoncé par Emmanuel Macron, qui va bientôt être dévoilé. On ne connaît pas vraiment sa substance pour le moment, mais on le sait qu'il va toucher la consommation volontaire de stupéfiants ayant aboli le discernement lors d'un crime, c'est-à-dire le cas où une personne se drogue volontairement pour abolir son discernement et donc commettre ce crime. Est-ce que ça vous paraît être une réforme juste et qu'il faut mener, car il y a plusieurs cas, hein. Il y a ce premier cas quand on se drogue volontairement pour abolir son discernement et commettre le crime. Il y a le deuxième cas où on est drogué sous la contrainte et là on commet le crime et donc là la question ne se pose pas. Et il y a un troisième cas de figure, une zone un petit peu plus grise où on est consommateur de cannabis et on a un moment, ça peut être le cas de bouffées délirantes ou un discernement qui est aboli, peut-être lié au cannabis mais aussi à un état pathologique, et on commet un crime. Donc il n'y a pas une prise de stupéfiants volontaire pour commettre le crime, et donc là il est très compliqué de légiférer. Donc le gouvernement veut se concentrer sur le fait de se droguer volontairement pour commettre un crime. De l'abolition du discernement. Et plus encore, l'acte volontaire de consommation de stupéfiants devrait être constitutif d'un comportement fautif excluant l'irresponsabilité. Cette deuxième solution, bien que compréhensible, est-elle trop radicale pour attendre d'un juge qui la retienne? Sans doute. Alors si l'on peut laisser à une juridiction la responsabilité d'un tel revirement, c'est au législateur de s'y pencher. Il revient donc au Parlement de déterminer comment exclure du champ d'application de l'irresponsabilité pénale les cas dans lesquels la faute de l'auteur est à l'origine de son état d'irresponsabilité. La proposition de loi élaborée par notre collègue rapporteure Nathalie Goulet et celle co-signée par nos collègues membres des commissions des lois et des affaires sociales inaugure cette réflexion. Je me réjouis que le Sénat soit à l'initiative de ce travail pour lequel les premiers échanges en révèlent toute la complexité. La solution la plus instinctive serait de modifier l'article 122.1 du Code pénal qui édicte le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes. Je cite « atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Seulement, l'article 122.1 pose et porte un principe fondamental de notre droit sur lequel il pourrait être imprudent de revenir, même avec mesure, car sans savoir véritablement la voie qu'ouvrirait un tel changement. De ce point de vue, je tiens donc à saluer le travail effectué par la commission des lois de retenir une solution alternative et plus respectueuse de nos principes. La procédure proposée pourrait effectivement permettre d'éviter certaines incompréhensions dans des cas aussi dramatiques que celui du meurtre de Sarah Halimi. En second lieu, ce texte reprend certaines propositions qui avaient été faites à l'occasion du rapport de la mission d'information relative à l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale, mieux organisée pour mieux juger, rendu par nos collègues Jean Sol et Jean-Yves Roux, à la suite des auditions effectuées par le groupe de travail dont je partage entièrement l'initiative. En effet, ce groupe de travail a été constitué lors de la précédente mandature à ma demande, alors que j'étais membre du bureau de la commission des lois avec l'appui de son président Philippe Bas à l'époque. Aussi, je remercie sincèrement Jean Sol de m'avoir associé à la signature de la proposition de loi issue de ces travaux très attendus. Ainsi, cette proposition de loi reprend près de la moitié des propositions que nous avons faites et que je cite pêle-mêle. Lever des blocages dans la communication des dossiers médicaux, mieux encadrer la possibilité pour les parties de solliciter un complément d'expertise, renforcer l'information des experts ou encore renforcer les obligations déontologiques des experts.
Ces évolutions sont vivement... Donc là, Nathalie Delattre évoque la réforme de l'expertise psychiatrique qui est également proposée dans ce texte. Je voudrais revenir sur ce que dit Sophie Victoire avec cette question du suivi psychiatrique de Kobili Traoré. S'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique avant de commettre ce crime, il aurait pu avoir conscience que le cannabis pouvait altérer sa santé mentale. S'il n'avait pas de suivi, on peut parler d'irresponsabilité pénale. Alors de ce que j'ai lu, du coup, je pense qu'il n'avait pas de suivi psychiatrique, et dans ses témoignages, dans les témoignages de proches, il prenait du cannabis pour se sentir mieux, pour planer et pour essayer de résoudre aussi ses problèmes psychologiques. Donc je crois qu'il n'y avait pas de suivi. Mais on rappelle aussi tout le problème de cette décision de justice. Ce crime a été reconnu comme antisémite, il a crié à la Wakba au moment des faits, mais en même temps il est déclaré irresponsable pénalement. Donc comment on peut avoir une intention antisémite mais avoir un discernement aboli? C'est tout le sujet. Et puis Pierre-Jean lui est pour une réforme de ce régime d'irresponsabilité pénale. Nous ne pouvons pas accepter que des individus dotés de leur pleine conscience et qui ont prémédité leur acte échappent ainsi à la sanction prévue par la loi. Et donc faut donc alourdir la sanction pénale. En l'occurrence, si on réforme l'irresponsabilité pénale dans les cas où il y a préméditation, c'est-à-dire que il y a volonté de se droguer pour abolir son discernement, cette loi ne toucherait pas l'affaire Sarah Halimi, car il n'a pas été montré que Kobili Traoré avait prémédité et s'était drogué volontairement pour commettre ce crime, en tout cas. Sur le sujet et montre que ce fait fautif n'a jamais été reconnu, puisque l'intention de l'auteur s'apprécie au moment des faits. Mais cela constitue un sujet ancien, de controverse en doctrine et surtout dans l'opinion publique. C'est dans ce contexte que la commission des lois a souhaité mettre à l'ordre du jour la question de l'irresponsabilité pénale en examinant 2 propositions de loi en une. Les dispositifs issus du texte proposé par Jean Sol restant en discussion, articles 3 à 10 de la présente PPL, vont, selon nous, dans le bon sens. Je pense... Donc là, vous écoutez la présidente des sénateurs communistes, Éliane Assassi. Le champ de l'examen clinique prévu en garde à vue à la compatibilité de santé de la personne avec la mesure. En revanche, nous sommes vertement opposés au dispositif principal proposé. Si nous devons nous réjouir que l'article 122-1 du Code pénal reste finalement intact, comme le préconisait d'ailleurs le rapport Rimbourg et Houillon, la rapporteure n'a pourtant pas laissé tomber l'idée selon laquelle, lorsque l'auteur d'un crime ou d'un délit a commis préalablement à son acte une infraction qui a entraîné l'abolition de son discernement, sa responsabilité pénale doit pouvoir, dans certains cas, être reconnue. Ce mécanisme présente 2 conséquences non négligeables et même, selon nous, déplorables. Premièrement, il vise à instaurer un véritable procès dans certains cas d'abolition du discernement, alors même qu'une audience publique est prévue par la loi de 2008. Ce procès symbolise, selon nous, le rapport disciplinaire entre justice et folie. Pire, il exhiberait la souffrance de toutes les parties, sans la consolation parfois espérée. Cela est d'ailleurs déjà notable lors des audiences publiques. Aussi, je m'interroge. Cette forme de procès pour les personnes qui relèvent de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne ferait-elle pas plier l'institution vers une justice que je qualifierais d'outrancière? En outre, malgré les précautions prises avec la notion d'abolition temporaire, les garanties au procès équitable qu'exige notamment le droit international ne sont pas observées. Deuxièmement, avec ce mécanisme de fait fautif, l'irresponsabilité pénale ne sera plus automatique lorsqu'on sera face à une abolition du discernement. S'ajoute donc aux notions d'altération du discernement et d'abolition la notion d'abolition temporaire liée à un fait fautif. Légiférer en ce sens, ce serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs, mais qu'ils peuvent être non pas la cause de l'abolition du discernement, mais la conséquence de cette abolition.
Certes, la peur irraisonnée de la folie dans la population est un fait. Mais la responsabilité du politique, c'est-à-dire de nous ici, ne serait-elle pas de dépassionner le débat judiciaire et de mettre en place des pare-feux juridiques pour protéger les plus faibles, au lieu d'alimenter ce débat judiciaire en commentaires politiques opportunistes ou pire, en propositions de loi de circonstance. Pourtant, contrairement aux soins, la peine a une fin. L'univers d'une unité pour malades difficiles est aussi privatif de liberté que l'univers carcéral. L'unique différence est que le personnel qui y exerce est formé. Finalement, à l'heure où l'équilibre entre sécurité et liberté n'a jamais été aussi fragile, est à l'œuvre un courant d'utilitarisme pénal qui se mue depuis des années en populisme pénal. Ce texte en est l'énième illustration, bien que les doutes profonds exprimés par la commission des lois et l'ensemble des juristes qui y siègent soient le reflet de la difficulté majeure à surmonter en la matière. Depuis le droit romain et le Talmud, on ne juge pas les fous. Donc vous comprendrez qu'après ce que je viens de vous dire, nous pouvons nous intéresser effectivement aux articles que j'ai cités tout à l'heure, mais que cette proposition de loi, dans son économie générale, s'inscrit dans une vision de la société qui n'est pas la nôtre, et c'est la raison pour laquelle nous la rejetterons. Et donc les sénateurs communistes qui sont opposés à cette proposition de loi déposée par la majorité de droite et du centre du Sénat. On va maintenant écouter la discussion des articles. On a écouté la discussion générale sur l'ensemble de ce texte, et maintenant on va voir les amendements qui sont déposés par les sénateurs pour modifier chaque article. Alors il n'y a pas 36 articles, hein, il y en a 2, enfin il y en a 4, mais on va vraiment voir le débat sur les 2 premiers articles, notamment l'article 1er qui évoque cette question de l'irresponsabilité pénale, et on va commencer par un amendement de suppression de cet article des communistes, puisque les communistes sont contre. Ma crainte dans la rédaction de cet article premier, c'est qu'alors qu'une majorité semble se dégager pour ne pas que nous touchions à l'article 122-1 du Code pénal, tout compte fait, avec cet article, on pourrait effectivement, enfin cet article pourrait conduire à faire tomber, justement, cet article premier pourrait conduire à faire tomber l'article 122-1 du Code pénal, et donc c'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article premier. Donc on rappelle l'article 122-1 du Code pénal qui dit que toute personne qui commet un crime mais qui au moment des faits était atteinte d'un trouble mental qui a aboli son discernement et son contrôle de soi, et bien cette personne est considérée comme irresponsable pénalement. Mais ce que disent les sénateurs avec cette proposition de loi, c'est que même si le discernement de cette personne était aboli au moment des faits, si elle avait commis un fait fautif conduisant à l'abolition de ce discernement, comme par exemple de la consommation du cannabis, et bien s'il y a ce fait fautif à l'origine, ce n'est pas le juge d'instruction qui va décider de l'irresponsabilité pénale, mais il y aura un procès devant la juridiction de fond, donc ça peut être la cour d'assises, avec un juge d'assises, avec des jurés populaires, et là ils décideront de cette irresponsabilité pénale. Et ce que dit la gauche du Sénat, c'est que ce n'est pas le rôle de la cour d'assises qui est là pour décider de peine, ce n'est pas son rôle de décider de l'irresponsabilité pénale, mais c'est bien celui de l'instruction, du juge d'instruction et des experts psychiatriques. Tout simplement. On écoute le socialiste Jean Persure. On change tout à fait l'équilibre de notre processus judiciaire. Il faut que la chambre de l'accusation fasse son travail, et ce n'est pas du tout exclusif des amendements que nous présentons pour justement prendre en compte les cas, et nous les présenterons tout à l'heure, où est organisé par l'auteur, en quelque sorte, en toute responsabilité, son irresponsabilité. Voilà les socialistes qui sont sur la même ligne que le gouvernement, vous allez le voir, de sanctionner le fait de se droguer volontairement pour abolir son discernement et commettre un crime. Donc là, à chaque amendement, en fait, la commission, le rapporteur de la commission, donc en l'occurrence la centriste de Nathalie Goulet, donne son avis sur cet amendement, et puis le gouvernement également donne son avis. Donc là c'est un avis défavorable, parce que c'est la suppression de l'article fondamental de ce texte. Intégralement en l'état.
Il y aura seulement un renvoi devant la juridiction du fond en cas de fait fautif ayant causé l'abolition temporaire du discernement. Donc il n'y a absolument pas de volonté de contourner les dispositions de l'article 122 par ces dispositions. L'ensemble du bloc de l'instruction, des expertises telles qu'il existe aujourd'hui sera maintenu, y compris le débat de la loi Dati dans le cadre de la procédure d'instruction. S'il y a un problème, et notamment un fait fautif, c'est dans ces cas-là et dans ces cas-là seulement qu'il y aura un renvoi devant la juridiction de jugement. C'est la raison pour laquelle la Commission a donné un avis défavorable à votre amendement. En ce qui concerne l'amendement de suppression déposé par M. Sueur, c'est les mêmes motifs. J'ajoute que la Chambre de l'instruction n'est pas une juridiction de jugement. Elle ne prononce pas de peine. Elle peut très bien se réunir en l'absence de la personne responsable de la mise en examen. Et en tous les cas, elle propose un sursis à statuer lorsque les personnes ne sont pas en état d'être jugées. Donc il ne s'agit pas déjà d'une juridiction de jugement. Et en conséquence de quoi, la Commission a donné un avis défavorable à vos deux amendements. Oui, forcément. Nathalie Goulet, qui est à la fois rapporteure et auteur de ce texte, ne souhaite pas que cet article soit supprimé. Ces deux amendements, parce qu'en réalité, je veux exprimer la nécessité de débattre de ces questions. Je suis évidemment défavorable à l'article 1er dans sa rédaction. Je suis défavorable au texte, je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense qu'il est important que nous puissions débattre et personnellement, je suis toujours très attaché à m'enrichir du débat lorsqu'il est constructif. Éric Dupond-Moretti qui veut aller au débat sur cette question de l'irresponsabilité pénale. Alors une question dans le fil de commentaires de Charlie, une question très importante. Qu'est-ce qu'un fou selon vous? Alors donc c'est vrai, je ne suis pas psychiatre, mais en tout cas on peut parler des personnes dont le discernement est aboli, qui n'ont pas conscience de ce qu'elles font. Voilà, on peut se retrouver sur la question du discernement aboli. Donc ça ne concerne pas les personnes qui sont, comme le dit Charlie, antisociales. Ces deux amendements, afin de préciser davantage la portée de l'article 1 élaboré par Madame la rapporteure. En effet, l'article 1er ne fait référence qu'à l'hypothèse dans laquelle le lien causal entre comportement et abolition n'a conduit qu'à une abolition seulement temporaire du discernement. Nous souhaitons donc par cet article permettre au juge du fond, lorsque l'origine de l'absence de discernement résulte du comportement du mis en cause, qu'un procès ait lieu, que cette absence de discernement soit définitive ou temporaire. Donc l'objet du présent amendement est donc de renvoyer au juge du fond le soin de statuer sur le caractère temporaire ou non de l'abolition de discernement. Merci, chers collègues. Madame le rapporteur. Oui, Madame Eustache-Brinio, la Commission a donné un avis défavorable parce que votre amendement est totalement contraire à l'esprit du texte que nous avons voté en commission. Et précisément, l'idée n'est pas de transférer toutes les personnes irresponsables devant la juridiction de jugement, mais celles seulement dans le cas d'un fait fautif dont l'abolition est temporaire. Donc si vous enlevez le temporaire du dispositif, il devient totalement déséquilibré. Autant supprimer l'article 122.1. Et alors franchement, je pense que la Commission a fort bien fait de donner un avis défavorable à votre amendement qui déséquilibre complètement le texte. Merci, je vous propose de le retirer. Merci, Madame le rapporteur. Alors en tout cas pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'on suit le débat qui a eu lieu mardi au Sénat sur l'irresponsabilité pénale à la suite de l'affaire Sarah Halimi qui a fait beaucoup de bruit dans l'opinion publique. C'est cette femme qui a été tuée par Kobili Traoré dans son appartement, un crime antisémite, mais Kobili Traoré a été déclaré irresponsable pénalement car il était pris de bouffées délirantes selon les experts psychiatriques, des bouffées délirantes qui ont été quand même aggravées par sa consommation de cannabis. Eh bien, dans le contexte de cette affaire, il y a plusieurs propositions et projets de loi. Une proposition de loi sénatoriale qui ne veut pas toucher spécifiquement à bien l'article 122-1 du Code pénal qui définit l'irresponsabilité pénale dans notre pays, mais qui dit que si l'abolition du discernement du tueur au moment des faits est due à un fait fautif, comme la consommation de cannabis, eh bien, ce n'est plus le juge d'instruction qui
statue sur les responsabilités pénales, mais c'est la juridiction de jugement, en l'occurrence la cour d'assises. Donc ça veut dire que ça donne un procès, un procès au tueur, et si cette loi avait été votée avant les faits de l'affaire Sarah Halimi, Kobili Traoré aurait été soumis à un procès. Donc les proches de Sarah Halimi auraient eu le droit à ce procès. Justement sur ce point, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans cette affaire Sarah Halimi, les proches de la victime avaient le droit à un procès? Et donc est-ce qu'on aurait dû parler de cette irresponsabilité pénale devant la cour d'assises avec des jurés populaires en public? Voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Donc ça, c'est la proposition de loi du Sénat, hein, qui est débattue, qui a été débattue mardi soir, et là vous suivez le débat, on le commente en direct. Et puis il y a le projet de loi qui a été annoncé par Emmanuel Macron, qui est en train d'être préparé par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On va en parler dans quelques instants. Et normalement, ce texte devrait viser les personnes qui se droguent volontairement pour abolir leur discernement et pouvoir commettre des crimes. Et dans ce cas-là, l'irresponsabilité pénale serait levée. Alors après, on ne connaît pas précisément le texte du gouvernement, mais ça devrait aller dans ce sens. En soi, d'une infraction pénale. Voilà l'objet de cet amendement qui nous semble essentiel pour conforter cet article 1. Merci. Si, chers collègues, Madame le rapporteur, votre avis? Oui, Madame le Président, c'est un avis de sagesse. Alors pour répondre à Frédéric sur le fil de commentaires qui, dans ces affaires, détermine le niveau de discernement d'une personne, ce sont les experts psychiatriques. Et donc par exemple sur l'affaire Sarah Halimi, 7 experts sur 8 ont considéré le discernement de Kobili Traoré au moment des faits comme totalement aboli, même s'il a été aggravé par la consommation de cannabis. Et donc c'est pour ça qu'il a été déclaré irresponsable pénalement. Et comment peut-on s'assurer du discernement de ce jugement? Là, je crois qu'il y a un petit peu d'ironie dans la question de Frédéric. On écoute, tenez, le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Je pense qu'on s'accorde tous sur 2 points. Le sacro-saint principe selon lequel on ne peut pas juger les fous. C'est la raison pour laquelle Jacqueline Eustache-Brinio, il y a quelques instants, a retiré, après les explications de la rapporteure et du garde des Sceaux, son amendement. Là, il s'agit d'autre chose, puisque si nous ne voulons pas juger les fous, nous voulons apporter un remède à un texte, je crois, qui nécessite un peu d'explication. Comme l'a dit d'ailleurs Jean-Pierre Sueur, le statu quo n'est pas possible. Nous avons rejoint d'ailleurs l'analyse de la commission des lois et du rapporteur pour que les familles des victimes, voire les victimes, si elles sont encore en vie, puissent bénéficier d'un procès. Le procès est quelque chose d'important. Tout le monde le sait. Pour la victime qui est encore vivante, ou alors pour sa propre famille ou pour ses proches. Bien. Je pense que la ligne de crête dégagée par la Commission, elle est bonne. C'est cette idée, lorsque il y a une sorte de causalité, de volontariat, pour lequel donc celui qui a commis le délit ou le crime l'a fait volontairement. Bien. Il a donc aboli son discernement de façon volontaire. Là, cet amendement souhaite qu'on puisse retirer du texte le fait fautif. Parce que qu'est-ce que nous recherchons? Ce que nous recherchons, c'est que le fait générateur soit la volonté de celui qui, justement, par la prise d'alcool immodéré ou de stupéfiants, abolit son discernement. Peu importe la cause. Qu'il y ait un fait fautif ou non fautif, que ce soit sa volonté et que cette volonté soit liée à une infraction. Or, le fait fautif renvoie directement à une infraction pénale. C'est ce que nous ne voulons pas. Jacqueline Eustache-Brinio a donné 2 exemples qui sont, je trouve, probants. C'est la raison pour laquelle je pense que la notion de fait fautif atténue en réalité le dispositif que nous propose Madame la rapporteure et la commission des lois. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons cet amendement. Voilà pour l'intervention de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, qui a été très mobilisé dans cette affaire Sarah Halimi, et d'une manière générale, la majorité de droite et du centre sénatorial a été très en pointe sur cette affaire, puisque cette proposition de loi, elle a été déposée il y a plus d'1 an, alors elle a été retravaillée avec le temps, et là elle revient dans l'actualité en débat après la décision de la Cour de cassation de statuer finalement sur l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, mais on est vraiment dans une affaire d'actualité, affaire très politique, et donc la droite sénatoriale veut s'en saisir, et la gauche aussi. On va écouter la socialiste Marie-Pierre de La Gontrie.
soit examiné par la juridiction de jugement avant l'examen de l'affaire au fond. Parce que c'est toujours le cas pour des exceptions de procédure. Mais je pense que c'est très important de le rappeler, de le préciser, parce que, nous l'avons évoqué tout à l'heure, Jean-Pierre Sueur l'a précisé, lorsqu'une cour d'assises va être saisie de ce type de situation, il faut traiter d'emblée la question de l'irresponsabilité avant que ne s'ouvre le débat sur les faits. Parce que vous comprenez bien que notre crainte, qui est que finalement des jurés populaires ne pourraient pas décider de prononcer l'irresponsabilité, serait alors renforcée. Et donc, en toute logique, nous souhaitons que l'examen de cette irresponsabilité pénale éventuelle soit examiné et tranché avant l'examen de l'affaire au fond. Voilà, donc c'est un peu technique. Là, c'est un amendement sur l'ordre des choses. S'il y a procès autour d'une personne qui pourrait être reconnue irresponsable pénalement, les socialistes veulent donc d'abord on traite l'irresponsabilité pénale, après on traite les faits. Écoutez la réponse à partir du moment où vous avez et l'avis de la rapporteure. 1, on garde le bloc de l'article 122.1 et 2, on ne défère que les gens dont le comportement a été aboli temporairement. À partir de ce moment-là, il n'y a aucune difficulté, même l'avis de sagesse provient du fait qu'on n'a pas pu évaluer le dispositif, mais c'est un avis de sagesse parce qu'effectivement, qu'il y ait une liminitis sur la responsabilité ne me semble pas un problème. C'est la raison pour laquelle nous avons rendu un avis de sagesse positive. Voilà, à la fois les faits, l'affaire et puis l'irresponsabilité pénale sont liés selon la commission des lois du Sénat. Vous allez voir, ça va être la même réponse pour Éric Dupond-Moretti. L'examen de l'irresponsabilité pour cause de trouble mental et l'examen du fond du dossier. Je ne sais pas trop comment on peut faire ça. Pratiquement, j'ai du mal à le concevoir. Je suis défavorable à cet amendement. Voilà, vous voyez un ton un petit peu sec d'Éric Dupond-Moretti. Il faut dire qu'il y a un peu un contentieux entre le ministre de la Justice et la sénatrice socialiste Marie-Pierre de la Gontrie. En général, les débats sont assez tendus entre les deux. C'est précisément ce que fait la Chambre de l'instruction. Donc, je suis intrigué de votre argument. La Chambre de l'instruction examine la question de l'irresponsabilité pénale, alors même qu'elle ne va pas statuer sur le fond. Donc, je pense que votre argument n'est pas recevable et donc cet amendement est maintenu. Merci, je mets donc... En tout cas, pour Gallia, eh bien, l'irresponsabilité pénale ne peut pas être liée à l'affaire, quelle que soit l'étendue du crime. Faut séparer les deux questions, les deux dossiers. Et bienvenue à Gallia sur le fil de commentaires. Gallia qui fait partie des habitués. Alors oui, pardon Frédéric, je pensais que c'était ironique, c'était pas ironique. C'est vrai que ça peut quand même être une question. Quels critères pour sélectionner les experts dans une affaire judiciaire, dans une instruction, pour les sélectionner les experts qui vont décider ou non, enfin conseiller ou non de décider l'irresponsabilité pénale et de statuer sur l'abolition du discernement. Je vous avoue que j'ai pas les données exactes sur comment on sélectionne tel ou tel expert psychiatrique dans les affaires. Renvoyé en audience de jugement. Et vous êtes en train de dire, mais non, finalement, il faut séparer. D'abord, se préoccuper de la question de la responsabilité. Je ne comprends pas. À partir du moment où on renvoie en audience de jugement, c'est juste impossible de séparer la question de la responsabilité avec celle du fond. Enfin, voyons. Intervention intéressante de Nathalie sur l'affaire Kobili Traoré qui tourne autour de l'antisémitisme de son crime qui a été reconnu. Nathalie qui dit qu'il y avait beaucoup de marqueurs d'alerte avant le drame sur le palier de l'immeuble, dans l'immeuble, avec ou sans drogue. Son antisémitisme n'était pas temporaire et il y avait eu, selon les témoignages, également des précédents, des insultes antisémites entre Kobili Traoré et vers Sarah Halimi et aussi je crois la famille de Kobili Traoré vers Sarah Halimi Attal. Donc il y avait un précédent d'antisémitisme. Je mets aux voix l'article 1er ainsi modifié. Qui vote pour? Contre? Abstention?
Il est adopté. Et voilà, donc cet article premier de la proposition de loi de la majorité de droite et du centre du Sénat est adopté. C'est donc une réforme de l'irresponsabilité pénale qui est validée et votée par les sénateurs. Donc je vous la rappelle, concrètement, ça veut dire que si une personne qui commet un crime avait son discernement aboli au moment des faits, donc trouble psychique, discernement aboli, mais si l'une des causes de ce discernement aboli au moment des faits est la commission d'un fait fautif, donc par exemple la consommation de stupéfiants, de cannabis, pour l'exemple de l'affaire Sarah Halimi, eh bien s'il y a ce fait fautif à l'origine de l'abolition du discernement, il y aura un procès. Ce ne sera pas le juge d'instruction qui mène l'enquête qui va décider de l'irresponsabilité pénale de la personne, mais il y aura un procès devant la juridiction de jugement. Ça peut être la cour d'assises ou le tribunal correctionnel, et donc c'est cette juridiction de jugement qui décidera ou non de l'irresponsabilité pénale. Donc voilà, ce texte sénatorial crée ce droit au procès pour des cas d'irresponsabilité pénale en lien avec la consommation de stupéfiants. Et Sophie Victoire nous dit c'est une proposition intéressante car les proches des victimes ont besoin des observations de l'accusé et des experts pour comprendre pourquoi il n'ira pas en prison. Et on l'a défini parce que cette notion n'existait pas dans l'ordonnance de 45. Et voilà comment on l'a défini. Est capable de discernement, le mineur, pardonnez-moi, et le lapsus est révélateur, le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet. Et puis je rappelle pour le reste que la notion de discernement a été utilisée depuis une loi de juillet 92 et n'a strictement posé, à ma connaissance, aucun problème. On ne s'est jamais posé la question de ce qu'était le discernement. En fait, tout le monde le sent, ce qu'est le discernement. Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement, monsieur le sénateur. Et oui, un amendement du sénateur Jean-Pierre Sueur pour définir plus précisément la notion de discernement qui est au cœur de notre débat sur l'irresponsabilité pénale. Alors vous le savez, Jean-Pierre Sueur c'est un linguiste, un sémiologue, donc très attentif au sens de chaque mot, et donc il voulait préciser le terme du discernement, mais ça ne convainc pas à la fois le ministre de la Justice et la rapporteure de la commission des lois. On écoute la socialiste Marie-Pierre de la Gontrie. Que nous voulons instaurer désormais dans le traitement de ce type d'affaires. La notion de discernement, c'est une notion à laquelle on a beaucoup recours en droit pénal, mais qui effectivement n'était pas définie jusqu'à présent, et le rappel du garde est utile. Nous avons éprouvé le besoin de le déterminer pour les mineurs. Et nous ne le ferions pas pour les majeurs. C'est étrange. Et ce qui a été proposé ici est une adaptation au fait qu'on parle d'un majeur de la définition qui a été développée pour les mineurs. Et je pense que là où nous avons vu des appréciations variées sur l'état des personnes qui devaient être jugées, c'est peut-être aussi parce que ces définitions n'étaient pas précisément définies. Donc nous cherchons la clarification, et c'est le sens de cette proposition. Merci. Monsieur Sueur, vous avez demandé la parole pour explication de vote ? Non. Celle de votre collègue suffit. Très bien, j'enregistre. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui votent pour. Ouais, Galien qui résume bien tout le problème de cette affaire Sarah Halimi. L'antisémitisme peut être patent, mais il n'implique pas de fait la volonté de tuer. L'antisémitisme ne mène pas nécessairement à la volonté de tuer, mais en même temps, les stupéfiants ou l'alcool ne peuvent servir de prétexte à se dispenser de toute responsabilité. De l'auteur d'une infraction dont l'abolition du discernement serait la cause exclusive de la prise volontaire. Donc, globalement, vous avez l'air plutôt favorable à une réforme de l'irresponsabilité pénale quand il y a eu consommation de stupéfiants. Dites-moi s'il y en a certains qui, surtout, ne veulent pas toucher à cette loi, car il pourrait y avoir le risque de juger les fous. Volontairement recherché en vue de se mettre soi-même dans un état dans lequel il n'y a plus de responsabilité
ni de discernement. Oui, Michel qui dit couper les cheveux en 4, c'est fatigant. C'est vrai que là, on est un peu dans le détail. Chaque mot est pesé par les sénateurs, mais on parle de code pénal, de peine de prison qui pourrait être décidée derrière, et puis de crimes aussi très lourds. Donc c'est un sujet très grave. Donc forcément, là, chaque mot compte. C'est vrai que ça peut paraître aussi un peu technique, mais derrière chaque mot, il peut y avoir des conséquences importantes. Surtout que le cas qui est souligné dans cet amendement est déjà largement appliqué par la jurisprudence et ne pose régulièrement et qui est vraiment tout à fait constante sur le sujet, que ce soit la personne qui s'intoxique pour se donner du courage pour commettre un acte. Il n'y a absolument aucun problème jurisprudentiel en ce qui concerne ce cas, qui consisterait évidemment, si on l'adoptait, à amender l'article 122.1, ce qui est précisément ce que la Commission ne souhaite pas faire. C'est la raison pour laquelle la Commission a donné un avis défavorable. Parfait. Monsieur le ministre, même avis? Monsieur le sénateur Sueur, votre... Ah là là, sénateur, pas député. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre dans l'hémicycle du Sénat. Il y a la folie endogène, au fond, et il y a la folie qui aurait des causes exogènes, notamment la prise de psychotropes, d'alcool. Et vous suggérez de pénaliser cela, c'est-à-dire celui qui volontairement absorbe des produits psychotropes, de l'alcool en très ou trop grande quantité, et qui perd la raison de ce fait et qui commet une infraction. C'est une piste à laquelle je travaille. Elle a nourri ma réflexion. J'ai préparé un texte qui vient d'être soumis au Conseil d'État. Et je suis à cet instant, je vous demande à cet instant de retirer cet amendement. Eh ben ouais, parce que c'est son texte. C'est voilà. Et en fait, Jean-Pierre Sueur. Donc je rappelle l'amendement de Jean-Pierre Sueur, c'est-à-dire ce serait de lever l'irresponsabilité pénale si l'individu, le tueur, s'est drogué volontairement pour commettre le crime. Monsieur le garde des On écoute Jean-Pierre Sueur. Rédaction. Mais vous comprendrez que nous ne retirerons pas l'amendement, car l'argument en vertu duquel le gouvernement a préparé de son côté un texte et l'a soumis au Conseil d'État ne saurait être un argument en vertu duquel, en discutant du présent texte, nous devrions retirer notre proposition. Voilà. Oui, en fait, ce que dit Éric Dupond-Moretti, c'est que il est en train de travailler à son projet de loi, que visiblement ce que propose le sénateur, c'est identique à son projet de loi, mais priorité à son projet de loi. Donc il est défavorable à l'amendement du sénateur qui l'a un petit peu pris de court. Donc je rappelle l'amendement de Jean-Pierre Sueur, le sénateur socialiste, c'est que quand une personne absorbe volontairement des stupéfiants pour abolir son discernement et commettre un crime, eh bien là on peut lever l'irresponsabilité pénale, et donc ça rejoint ce que prépare le gouvernement dans ce projet de loi, mais Éric Dupond-Moretti n'a donc pas donné d'avis favorable à l'amendement du sénateur. Là, il y a un petit peu de mauvaise foi, en tout cas c'est ce que lui dit Jean-Pierre Sueur, car les projets sont les mêmes. Cette hospitalisation, une mesure de sûreté d'obligation de soins pouvant aller jusqu'à 20 ans. Nombre des mesures essentielles pour le bon déroulement de notre système judiciaire, notamment celles sur la revalorisation du travail des experts, sont d'ordre réglementaire et ne pourront faire l'objet que d'une action du gouvernement. Toutefois, un des points qu'il m'a paru essentiel d'intégrer dans notre arsenal législatif est une des propositions concernant l'obligation de soins comme mesure de sûreté. En effet, en plus de la décision d'admission en hôpital de soins psychiatriques lors de la décision d'irresponsabilité, le rapport, commandé donc par Mme Belloubet, suggère de manière judicieuse de permettre au juge de prononcer une peine de sûreté liée à l'obligation de soins. Il est logique de vouloir éviter ce qui pourrait s'assimiler à des sorties sèches et de soumettre les personnes dont le discernement a été aboli, de manière temporaire ou non, à un suivi post-hospitalisation. Merci. Madame la rapporteure, votre avis, s'il vous plaît. La Commission a donné un avis favorable à cet amendement. Et donc l'amendement du sénateur écologiste Guy Benarroche qui prévoit des mesures de sûreté en hôpital psychiatrique de 20 ans au maximum pour les auteurs de crimes reconnus irresponsables pénalement. Je suis totalement défavorable à ça. On va judiciariser quelque chose qui est de l'ordre de la psychiatrie,
C'est assez curieux et je trouve ça plutôt... enfin, même pas... J'enlève le mot plutôt, je trouve ça inquiétant. Ah bah, la réponse est assez sèche de la part d'Éric Dupond-Moretti qui dit c'est au psychiatre de décider s'il faut mettre une personne irresponsable pénalement 20 ans en hôpital psychiatrique. Ça ne doit pas être fixé par la loi. Du gouvernement. Qui vote pour ? Qui vote contre? Et la vote à main levée, donc le décompte est très important. Qui s'abstient? Ça a l'air assez serré. Adopté. Et donc l'amendement de l'écologiste Guy Benarroche est adopté. C'est pas tous les jours que les écologistes arrivent à faire passer des amendements au Sénat avec une majorité de droite, mais là il est bien adopté. Donc on rappelle ce que propose cet amendement, c'est que le juge au fond, par exemple la cour d'assises, décide de mesures de sûreté psychiatrique en hôpital psychiatrique, avec des mesures de sûreté d'au moins 20 ans pour des tueurs qui seraient déclarés irresponsables pénalement. Et vous avez vu, il y a eu un avis défavorable, en colère même d'Éric Dupond-Moretti, qui estime que c'est aux psychiatres, aux experts de décider si au niveau médical il faut des mesures de sûreté et une hospitalisation pendant 2 décennies. De l'état d'ivresse alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, une circonstance aggravante pour l'ensemble des crimes et délits. Fin de citation. Donc je le répète encore une fois, légiférer en ce sens, ce serait oublier que les comportements de prise de drogue ou d'alcool ne sont pas nécessairement fautifs, mais qu'ils peuvent être non pas la cause de l'abolition du discernement, mais la conséquence de cette abolition. Une mauvaise observance des soins, un arrêt du traitement, une consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants peuvent faire partie de la maladie et non être la cause de cette maladie. Ces situations sont d'ailleurs très fréquentes. Dans le cas des psychoses, des traitements administrés pouvant avoir des effets inhibiteurs qui minent toute activité quotidienne et ce faisant être substitués, à tort pour nous mais à raison pour eux, par des toxiques qui soulagent sur le moment. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas concevable de revoir notre échelle des peines au détour d'une proposition de loi que je qualifie encore de circonstance. Et oui, là on va partir dans la partie du texte qui concerne la circonstance aggravante pour des crimes et des délits où il y a eu consommation de stupéfiants ou consommation d'alcool. C'est-à-dire que ce que prévoient les sénateurs, c'est que pour certains crimes et délits, s'il y a eu consommation de stupéfiants, les peines seront alourdies automatiquement. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette circonstance aggravante doit être rendue automatique pour tous les crimes et délits? Donnez-nous notre avis. Dont la peine n'était pas aggravée en cas de prise d'alcool et de stupéfiants, parmi lesquels les actes de barbarie et de torture, le meurtre, les coups et blessures ayant entraîné la mort, les violences volontaires ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente, un homicide involontaire et des blessures involontaires. Donc cette disposition globale, puisqu'on a eu peu de temps pour faire le point complet du dispositif, cette disposition globale permet à la fois pour les articles qui ne comportent pas d'augmentation de peine, d'aggravation, et ceux à venir, donc l'ensemble des délits et peines, de pouvoir proposer une aggravation en cas de prise d'alcool et de stupéfiants. C'est la raison pour laquelle la Commission a été défavorable à votre amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Et ça paraît assez étonnant, il n'y a pas de circonstances aggravantes, par exemple quand on commet un meurtre de consommation de stupéfiants ou d'alcool avant de commettre ce meurtre. Alors que par exemple pour les violences conjugales, là c'est une circonstance aggravante, le fait de s'être mis en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants. On écoute le sénateur Sueur. Dans notre assemblée comme dans l'autre assemblée, relever souvent de l'aléatoire, nous en avons quelques exemples. Ici, ça va tout à fait au-delà de l'objet du texte, premier point. Et deuxièmement, attention à ne pas mélanger ce qui relève de la médecine, de la santé, et ce qui relève du tout judiciaire ou ce qui relèverait du tout judiciaire.
Il y a là une double confusion. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons l'article 2 et par conséquent, s'il n'était pas adopté, nous voterons contre, nous soutenons l'amendement 6 et nous voterons contre l'article 2. Merci de vos précisions, chers collègues. Je mets donc cet amendement aux voix avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 2. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? L'article 2 est adopté. Donc le Sénat renforce les peines pour tous les crimes et les délits où il y a eu dans les cas précis une consommation d'alcool et de stupéfiants. Alors là on va arriver à un autre point important de ce débat, ça concerne les violences conjugales et les femmes victimes de violences conjugales qui en arrivent au bout de plusieurs années, de plusieurs décennies à tuer leur mari. Est-ce qu'il faut tenir compte de ces violences conjugales pour déclarer une irresponsabilité pénale? Écoutez la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer. Par leur conjoint depuis le début de l'année. La lutte contre les violences conjugales est un combat qui concerne toute la société. C'est un combat universel. Un certain nombre d'associations, de parlementaires et de juristes mènent ce combat depuis plusieurs années, mais ils n'avancent jamais assez vite. Permettez-moi de saluer l'engagement de maître Nathalie Tomasini, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. Elle est notamment l'avocate de Valérie Bacot. Valérie Bacot est accusée d'avoir tué en 2016 son mari au terme de plusieurs années d'horreur, des horreurs sur lesquelles je ne vais pas revenir là, mais surtout, ce qui est important aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je présente cet amendement, c'est qu'elle encourt aujourd'hui, après avoir tué son conjoint, d'une peine de prison à perpétuité. Aussi, mes chers collègues, il ne s'agit pas de s'ériger en juge, mais de poser la question suivante. Est-elle une meurtrière ou une victime? Sur cette question, l'expert Spica a reconnu pour la première fois dans une expertise requise par un parquet en France que l'accusée était atteinte au moment des faits du syndrome de la femme battue. Je rappelle que le Canada reconnaît le syndrome de la femme battue depuis 1990. Concrètement, la personne atteinte de ce syndrome ne peut plus prendre de décisions raisonnables et raisonnées. Toutes les attaques du conjoint violent touchent l'intégrité psychique de la victime qui devient alors prisonnière de la situation qu'elle subit. Cet état de soumission, de danger de mort permanent, vécu pendant des années, peut entraîner un comportement extrême. Cela aboutit malheureusement, dans la plupart des cas, au suicide de la victime de violence. Dans les cas extrêmement rares, la victime se retourne contre le conjoint car il n'y a pas d'autre issue que de le tuer pour ne pas mourir, c'est lui ou moi. Aussi, mes chers collègues, à travers l'amendement que je vous propose de voter, il ne s'agit pas de délivrer un permis de tuer, mais de reconnaître l'impact des violences conjugales sur l'état psychique de la personne victime de violences et de prévoir une irresponsabilité pénale étendue. Merci, chers collègues. Madame le rapporteur. Bon, la commission a donné un avis favorable après la modification de cet amendement. Donc, avis favorable de la commission. Dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Est-ce qu'il faut, quand une femme tue son mari, est-ce qu'il faut prendre en compte l'impact des violences conjugales qu'elle a subies sur son état psychique? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez l'avis du ministre de la Justice. Ce que vous portez soit illégitime, mais en droit, ça pose un véritable problème. Je ne comprends pas la rédaction de cet amendement en droit. Ça me paraît totalement irrecevable. Ça me paraît un peu dangereux, pardonnez-moi. Et tel qu'il est rédigé, votre amendement, s'il était retenu, c'est une disposition qui n'est en effet pas normative et qui n'a pas à s'inscrire comme vous le souhaitez dans la loi. Je comprends l'objectif, mais j'avoue que le droit, et en particulier le droit pénal, ce n'est pas... c'est quelque chose d'infiniment précis, le rappelait tout à l'heure une de vos collègues. Et donc avis défavorable d'Éric Dupond-Moretti, qui ne comprend pas l'amendement. Alors l'amendement, je vais le relire, hein. L'amendement de Valérie Boyer, la sénatrice Les Républicains. L'impact des violences conjugales sur la personne concernée, donc c'est-à-dire sur l'accusé, est prise en compte pour l'application ou non de l'irresponsabilité pénale lorsque sa responsabilité pénale est engagée. Mais j'en suis sûr. Donc voilà, c'est ce qu'on prend en compte, l'impact des violences conjugales si une femme tue son mari. Ici, nous sommes en train, effectivement... Ou si un homme tue sa femme, hein, si c'est l'homme qui est la victime de violence. En tout cas, Michel est également défavorable. Alors pourquoi Michel? Pourquoi on ne prendrait pas en compte des années de violence conjugale sur l'état psychique d'une personne qui tuerait son conjoint? Les circonstances, la personnalité de la victime, de l'auteur, etc., sont développées, étudiées, examinées.
Et là, vous restreignez finalement le champ de cette possibilité à un seul type d'infraction. Donc là où je trouve que c'est problématique et où je suis un peu mal à l'aise, c'est que de la même manière que vous l'avez fait tout à l'heure, nous traitons d'un sujet lourd au détour d'un texte qui ne porte pas là-dessus, qui porte sur l'irresponsabilité pénale, et qui, du coup, de manière un petit peu rapide, il faut bien le dire, ne peut pas être travaillé de manière complète. Donc, de la même manière que tout à l'heure, vous avez voulu, d'un trait de plume, revoir l'échelle des peines, ici, vous voulez, sans que j'en comprenne très bien, comme le garde des Sceaux, la rédaction, préciser, indiquer une forme de circonstance, je ne sais pas. Donc, je pense que cet amendement n'est pas abouti et pour ma part et pour notre part, nous ne le voterons pas. Merci Madame Boyer pour l'explication de vote. Et donc la réponse de l'auteur de cet amendement, Valérie Boyer. Parole à moi. Pardon. Merci Madame la Présidente. Je dois dire que je crois que tout le monde en comprend l'objectif, et s'il est dans ce texte de loi, c'est parce que justement nous parlons des difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes lorsqu'ils sont dans des situations extrêmes, et notamment les violences conjugales. Il y a l'altération du jugement, compte tenu du caractère de violence qui met la personne victime de violence en état de danger de mort permanent. Ce stress, il est décrit, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'exposé des motifs, qui reprend une partie d'experts mandatés par les tribunaux. Ce qui se passe pour ces femmes victimes de violences, ce sont des faits de torture mentale qui font qu'elles sont dans un état de stress total. Et aujourd'hui, j'ai revu cet amendement, bien évidemment à la demande de la Commission. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est étudié dans la précipitation, parce que ça fait de nombreuses années qu'effectivement j'ai travaillé sur cette question, que ce soit à l'Assemblée nationale ou ici. Et justement, puisque nous parlions de l'altération du jugement, là ce n'est pas lié au fait que la personne prenne des drogues, soit très alcoolisée, etc. C'est qu'elle est dans un état de stress total, c'est-à-dire qu'après s'être fait battre, elle attend la prochaine fois où son conjoint va continuer à la torturer et à faire en sorte que son jugement soit altéré. Donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas s'inscrire dans ce texte, d'autant que je l'ai retravaillé à la demande de la Commission, qu'il a reçu un avis favorable, et que je crois qu'il n'est pas imprécis, et qu'il me semble qu'aujourd'hui, cette situation est attendue depuis de nombreuses années. Et donc Valérie Boyer qui défend sa proposition de prendre en compte l'impact de violences conjugales sur une personne accusée qui aurait tué son conjoint, et donc pour éventuellement lever sa responsabilité pénale. Alors Galia, elle n'a pas l'air trop d'accord, hein, elle dit, ça reviendrait on reviendrait sur la notion d'abolition de discernement qui est fondatrice de notre régime d'irresponsabilité pénale. Et Nathalie dit qu'il faut d'abord mettre en place des outils préventifs. Ils ne sont pas utilisés actuellement, pas correctement, et donc cela mène à des drames d'auto-défense après des années de violences conjugales. On écoute la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, Annick Billon. Des années de violences en silence souvent, d'agressions sexuelles, de viols, de tortures psychologiques. Des victimes qui n'ont jamais eu le statut de victime. Donc grâce à cet amendement, on leur reconnaît enfin le statut de victime. Donc bien entendu, je soutiens cet amendement et je remercie Valérie Boyer de l'avoir déposé. Madame Perrien, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. En fait, je pense qu'il y a peut-être un problème de rédaction de cet amendement, parce que si on le lit, on parle de l'impact de ces violences sur la victime est pris en compte, alors qu'on parle bien de l'auteur qui préalablement aurait été victime de violence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'article 122.1, il s'applique à des auteurs, pas à des victimes. Oui, donc, mais c'est pas ce qui est écrit. C'est-à-dire que là, on parle de la victime, on s'interroge sur la responsabilité pénale de la victime, alors qu'on parle bien, là, en l'occurrence, d'un auteur, une auteure souvent, qui aurait été préalablement victime. Et oui, Michel, sur un fil de commentaires, ça montre là encore que, eh bien, chaque mot pèse. Donc il y a petite intervention sur la rédaction de l'amendement de la part de la centriste
Dominique Vérien. Galia, à propos de ces violences conjugales, nous dit que la société se réveille et empêche ces faits terribles qui aboutissent au drame absolu. La société refuse de se déjuger, elle n'a pas aidé la personne battue et refuse de comprendre sa détresse psychique et son discernement entamé durablement. Ça résonne avec l'actualité et avec ces féminicides qu'on voit malheureusement dans l'actualité, notamment le dernier qui s'est passé à Hayange en Moselle, une femme tuée par son mari de 5 coups de couteau alors que ce dernier était sous bracelet électronique et qu'elle avait déposé une main courante il y a quelques mois, donc avant le drame, et cette main courante n'a pas été transmise à la police par la police à la justice. Il y a eu il y a eu quelques dysfonctionnements. Ça rejoint aussi le drame de Mérignac il y a plusieurs semaines. Et donc cet amendement, vous le voyez, est adopté. Les sénateurs qui donc ajoutent la prise en compte dans l'étude d'une éventuelle irresponsabilité pénale sur un crime, la prise en compte de violences conjugales par l'auteur du crime. Donc par exemple si une femme a tué son mari, donc il faudra également pour les experts et pour le juge d'instruction étudier l'impact des violences conjugales qui peuvent durer plusieurs années et entamer l'état psychique de la personne. Au moment de la prise de la substance psychoactive. On écoute Jean-Pierre Suard, le sénateur socialiste, qui défend l'un des derniers amendements du texte. De l'état psychique au moment de l'acte. Donc, dans l'hypothèse où la prise de toxique a pu jouer un rôle dans le passage à l'acte, les experts pourraient poser la question suivante, qui ferait partie de la nomenclature. C'est le dernier amendement du débat déposé par Jean-Pierre Suard. Il nous reste encore ensemble 8 minutes, encore 8 minutes de bonheur. Ou un arrêt d'un traitement. Pour revenir en tout cas sur l'étude de l'impact des violences conjugales dans l'expertise de l'irresponsabilité pénale et de l'abolition du discernement, Galia ajoute tuer son conjoint qui vous battrait pour la première fois, c'est différent que tuer son conjoint qui vous battrait durablement. Mais c'est vrai que reste au cœur du débat la notion d'abolition de discernement. Ce sera quand même aux juges, aux experts de voir si la femme qui a tué son mari violent avait bien quand même un discernement aboli au moment des faits. C'est-à-dire que s'il a été seulement altérée, selon la loi, elle sera quand même considérée comme responsable pénalement. Alors, du coup, les violences conjugales peuvent être alors une circonstance atténuante. C'est-à-dire qu'elle sera responsable pénalement, elle peut être condamnée, mais les violences conjugales subies pendant plusieurs années peuvent être une circonstance atténuante. Madame la rapporteure, le gouvernement, il pense que c'est effectivement du réglementaire. Et donc, il est défavorable à votre amendement. Donc la commission est défavorable, madame la rapporteure. Parfait. Je mets donc aux voix l'amendement numéro 11 avec 2 avis défavorables qui votent pour, qui votent contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 3 qui vote pour, contre, abstention. Il est adopté. Sur les articles 4 à 10, puis-je considérer que le vote sera le même, c'est-à-dire qu'il est adopté? Non. Alors, Madame Assassi. Oui, si vous le permettez, Madame la Présidente, je voudrais faire quand même une explication de vote sur cet article 4. J'en ai dit 2 mots dans l'intervention générale, mais je voulais repréciser ici que cet article 4, en fait, vise à compléter plusieurs articles du Code de procédure pénale afin de restreindre le champ de l'examen clinique de garde à vue au seul examen de compatibilité, non pas de comptabilité, de l'état de santé de la personne avec la mesure, en excluant expressément les expertises psychiatriques ou psychologiques requises par l'instruction judiciaire. Nous pensons, parce que nous y avons beaucoup travaillé, que cet article, à l'instar des articles 3 à 10, vont dans le bon sens, et c'est la raison pour laquelle je voterai pour cet article 4, même si, pour être tout à fait honnête et sincère, les 2 premiers articles
de la... Alors en tout cas sur cette question des violences conjugales dont on parle depuis plusieurs minutes avec cet amendement qui vient qui a été voté. Et Sophie Victoire fait référence, et bah oui, à l'affaire Jacqueline Sauvage, cette femme qui a tué son mari violent et qui avait été condamnée à 10 ans de prison et puis qui ensuite a été graciée. Jacqueline Sauvage qui est décédée depuis. Et pour Sophie Victoire, Jacqueline Sauvage n'avait pas l'air réellement sous la coupe, sous l'emprise de son mari. Donc attention aux accusations mensongères. Parfait. Donc les articles 5 à 10 sont eux aussi adoptés. Je mets aux voix à présent l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des explications de vote? Ça y est, là on arrive au vote de l'ensemble de ce texte qui parle d'irresponsabilité pénale, de violence conjugale, on l'a vu, de consommation de stupéfiants comme circonstance aggravante pour un crime ou un délit. Et donc là, les sénateurs qui le souhaitent vont intervenir sur l'ensemble du texte. On écoute l'écologiste Guy Benaroche. J'ai l'impression que l'irresponsabilité pénale signifie que le mis en cause échappe à la justice. Mais aussi violent que cela puisse être perçu, ce n'est pas le cas. La justice s'intéresse aux faits et lors d'une audience contradictoire qui peut durer des heures, avec une parole donnée aux victimes, aux parties civiles, elle se prononce sur la responsabilité du mis en cause. Il convient également de rappeler que l'irresponsabilité pénale ne signifie pas qu'un individu déclaré responsable sera remis en liberté. L'individu est placé en hospitalisation sous contrainte et des mesures de sûreté pouvant aller jusqu'à 20 ans peuvent être prononcées à son égard. Ces mesures, en plus d'avoir pour objet de soigner l'individu, cherchent à évaluer la dangerosité et à empêcher la récidive. Je crains qu'en l'état, cette proposition de loi ne puisse améliorer la situation et l'amendement retenu à l'article 1 qui enlève le qualificatif de fait fautif n'améliore pas l'équilibre de cette loi et n'apporte pas de solution efficace d'amélioration, voire risque d'apporter donc un déséquilibre. Aujourd'hui, notre droit, notre système judiciaire fonctionne. Certains juges, s'appuyant sur des expertises, ont déjà retenu la responsabilité de personnes qui, du fait de la gestion d'alcool ou de stupéfiants, plaidaient l'irresponsabilité. C'est pourquoi, soucieux de préserver l'équilibre de l'article 122.1 du Code pénal, de renouveler la confiance dans les juges dans leur évaluation de l'abolition du discernement des mis en cause en s'appuyant sur les expertises psychiatriques et prudent sur la possibilité pratique de se prononcer sur un fait fautif exclusif ayant mené à l'abolition du discernement, notre groupe ne votera pas ce texte. Merci. Opposition des sénateurs écologistes, et on va maintenant voir la position du groupe socialiste du Sénat avec l'intervention du sénateur Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, nous constatons malheureusement qu'aucune des 3 propositions concrètes que nous avons faites en vue d'améliorer les choses, de créer des dispositifs utiles, n'a été retenue. Deuxièmement, nous constatons que les arguments que nous avons présentés pour dire que le recours à la juridiction de fond était quelque chose de fallacieux et qui risquait d'avoir des conséquences indésirables, cela n'a pas été pris en compte, même si a été pris en compte un amendement défendu par Madame de La Gontrie qui précise les choses dans le cas où l'hypothèse que nous ne retenons pas serait retenue, à savoir une bipartition entre, premièrement, l'examen de l'irresponsabilité éventuelle, deuxièmement, l'examen au fond par la juridiction de fond. Auquel cas, nous trouvons que le bilan est assez faible pour nous par rapport au travail que nous avons effectué, que nous vous avons présenté. Nous nous abstiendrons. Pourquoi ? Premièrement, parce que nous voulons, par ce vote, montrer que pour nous, le statu quo est impossible. Il faut garder l'article 122.1. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais le statut... Sur les responsabilités pénales. Et donc le travail doit continuer. Nous considérons qu'un travail a été fait, il ne nous satisfait pas, mais ce travail doit continuer, et c'est dans cet esprit que nous ne voulons pas voter contre, même si nous sommes assez déçus
du sort réservé à nos amendements. Donc nous pensons que de toute façon, du contenu de ces amendements, vous le verrez, mes chers collègues, il sera nécessairement question dans la suite de l'examen de cette question, de ce sujet de l'irresponsabilité. Je vous remercie. Oui, puisque après il y aura le projet de loi du gouvernement sur l'irresponsabilité pénale. Et donc là c'est le vote. C'est le vote sur l'ensemble du texte. De l'expertise en matière pénale, qui vote pour, qui vote contre, qui s'abstient. Cette proposition de loi est votée. Et voilà, le Sénat qui a donc adopté sa réforme de l'irresponsabilité pénale dans le contexte de l'affaire Sarah Halimi, le tueur de Sarah Halimi qui avait, je le rappelle, été déclaré irresponsable pénalement alors qu'il était pris de bouffées délirantes et qu'il était également sous l'emprise de cannabis. Donc je le rappelle, ce que propose la majorité de droite et du centre du Sénat, ce qui a été voté cette semaine, c'est que, eh bien, lorsque l'accusé, lorsque l'auteur des faits a commis un fait fautif, donc par exemple consommer du cannabis qui a conduit à abolir son discernement, conduit même partiellement, il y aura un procès pour cette personne et pour les victimes, pour les proches de la victime. Ce ne sera pas le juge d'instruction qui va décider de l'irresponsabilité pénale, mais ce sera la cour d'assises, par exemple, c'est-à-dire la juridiction de jugement qui, lors d'un procès public avec les victimes, l'accusé, des jurys populaires, pourra statuer au final sur l'irresponsabilité pénale de la personne. Donc ça c'est la réforme sénatoriale. Et puis bientôt on va parler de la réforme proposée par le gouvernement avec un projet de loi qui a été annoncé par Emmanuel Macron, qui a été travaillé par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Là il est examiné par le Conseil d'État, on va bientôt le connaître, et ce projet de loi, lui, apparemment il vise les cas où une personne prend volontairement de la drogue pour abolir son discernement et commettre un crime, et là ça pourrait entraîner la levée de l'irresponsabilité pénale même si le discernement a été aboli. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé ce débat, que ce nouveau numéro de l'émission Le débat est à vous vous a plu, que j'ai pu répondre à toutes vos questions, que vous avez pu réagir aux arguments des sénateurs, et puis n'hésitez pas à partager ce débat sur Facebook, même sur YouTube, sur la chaîne Public Sénat, la chaîne YouTube de Public Sénat. Donc voilà, pour le faire profiter au plus grand nombre. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Le débat est à vous, et puis pour suivre les temps forts de l'actualité du Sénat. À bientôt.